Bonjour, bienvenue sur cet Evoluea webinar. Donc moi, c'est Julien Victor. Je suis un collaborateur Evoluea et aujourd'hui, on va parler de la perte de sens. Alors ça, c'est des questions qu'on se pose souvent, surtout dans mon activité, donc RSE, QSE. Et c'est donner du sens aux choses, la quête de sens qu'on est toujours en train de se poser en fait régulièrement. C'est ce qui fait qu'on a rencontré en fait Sarah Natal à un moment donné, avec qui on a échangé en fait sur ce sujet. Et puis on a décidé de faire un partenariat ensemble, donc entre Sens Éthique et Evoluea. Et du coup, je vais laisser plutôt Sarah se présenter et nous en dire un petit peu plus. Bonjour Sarah, ça va? Bonjour Julien, ça va? Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je suis dans un contexte que c'est celui qui m'accompagne depuis une dizaine d'années. C'est celui de mon cabinet de consultation. Donc je suis conseillère de santé depuis un bon moment et j'accompagne tout type de souffrance, de maladie, de mal-être. Et j'ai remarqué que 8 sur 10 des personnes qui croisaient mon cabinet souffraient à cause de la perte de sens au travail qui peut engendrer soit des burn-out, des brown-out, des maladies chroniques, des dépressions, en fait tout un tas de maladies possibles. Et aujourd'hui, je garde une partie de cette activité où je suis aujourd'hui et également, je mets à disposition mes connaissances et mes compétences dans le monde de l'entreprise pour pouvoir agir plus en profondeur, puisque justement, j'avais l'impression de gratter la surface. J'avais beau accompagner mes clients au quotidien à améliorer leur hygiène de vie, à trouver de sens dans leur vie perso. Si dans le pro, ça ne matche pas, forcément, au bout d'un moment, ça commence à dérailler. Et donc aujourd'hui, on est là pour travailler, pour parler de sens plutôt dans ce qui concerne la vie pro. Alors moi, j'ai une question qui permet d'introduire le sujet. Euh, c'est quoi pour toi le sens en fait? Parce que on a chacun sa propre définition du sens. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Oui. Alors le sens, ce que j'aime bien, c'est qu'en français, il y a un double sens à ce mot. Au même plus que double, mais moi je prends le sens comme direction, donc de savoir où on va. Et dans le sens, il y a aussi la notion de sensoriel. Et dans la notion sensorielle, il y a la capacité de se connecter à ses sens et de par sa propre expérience personnelle en sortir une conclusion, une intuition, une perspective, etc. Donc, pour traduire ces deux piliers dans ce qui concerne le sens au travail, de un, on doit savoir à quoi ça sert ce qu'on fait au quotidien, donc où on va. Et de deux, on doit pouvoir mettre en œuvre ce qui est notre propre intuition, ce qui est notre propre perception sensorielle et pas que. Et le lien est fait avec le pouvoir personnel. Donc, est-ce que dans le travail au quotidien, est-ce que j'ai la marge, j'ai la liberté, ou est-ce que j'ai le pouvoir décisionnel pour honorer mes intuitions, mes perceptions, etc. Ok. Du coup, perdre du sens, ça voudrait dire quoi dans ce cadre-là que tu viens de nous présenter? Ça voudrait dire quoi, perdre du sens? Du coup, la perte de sens, c'est de un, quand je ne retrouve plus à quoi ça sert mes actions au quotidien. J'ai perdu de vue pourquoi j'enchaîne la même routine et je sais plus à quoi ça sert, littéralement. Et ça peut être aussi, j'ai des capacités, j'ai des compétences qui ne sont pas honorées. Je suis dans un poste qui peut-être est mal placé par rapport à mes compétences et je ne peux pas employer ce qui est de l'ordre de mon propre pouvoir personnel. Donc là, il y a les deux dimensions, encore une fois, du sens. D'accord, ok. Et du coup, quel impact ça peut avoir concrètement? Qu'est-ce que ça peut provoquer cette perte de sens concrètement? Parce que là, tu viens de nous expliquer effectivement la perte de sens. Tu viens de nous dire ce que c'était plus précisément et qu'est-ce que ça provoque chez l'humain en fait en soi? Qu'est-ce que ça peut provoquer? Est-ce que c'est maladie? Tu nous parlais de maladie tout à l'heure ou autre chose? Comment ça se représente? Ça, c'est assez sensible parce que ça va être très différent de personne en personne. Ça dépend quelle est sa propre histoire personnelle. Donc, c'est une question un peu piège parce que je peux pas parler d'un cas général, mais je peux donner plusieurs exemples. Donc, dans un premier temps, de ce qui concerne l'individu, l'humain, et dans un deuxième temps, quel sera l'impact en entreprise. Mais focus sur l'individu aujourd'hui. Donc,
Une des symptômes qui peut apparaître au début, ça va être une baisse de la motivation. Donc au quotidien, je me lève le matin, j'ai peut-être un peu moins d'énergie, mais c'est pas l'épuisement qu'on peut trouver dans le burn-out. Et j'aimerais bien faire une parenthèse entre les deux, parce qu'effectivement, dans le burn-out, on va trouver un épuisement physique et émotionnel, alors que dans le burn-out, donc quand on parle plus de perte de sens, il n'y a pas forcément vraiment cette sensation de d'épuisement. Donc la personne, elle reste opérationnelle, elle peut continuer à accomplir ses tâches du quotidien, mais il y a plutôt un malheur qui s'installe. Donc c'est un malheur plutôt de l'ordre psychologique, une fatigue qui peut être aussi émotionnelle, mais c'est pas de l'ordre de l'épuisement. Et pour certaines personnes, selon leur propre structure psychique et physique, ça peut engendrer des maladies. Les maladies auto-immunes, c'est tout simplement quand le système immunitaire se retourne contre soi-même. Donc, si au quotidien, j'ai un emploi qui est contre mes valeurs, par exemple, dans l'entreprise, on fait les choses, on contribue à des choses dans la société qui sont peut-être au détriment, que ce soit de l'environnement ou de l'humain, alors que chez moi, j'achète les choses en vrac, j'achète les choses bio, etc. Donc, quand il y a des décalages entre les valeurs pro-perso, il peut y avoir des petites maladies auto-immunes qui s'installent. J'ai eu pas mal d'exemples aussi avec les infections urinaires, puisque dans les infections urinaires, il y a des enjeux de place, de territoire. Donc, si dans mon travail au quotidien, la deuxième dimension, ce que j'avais dit lié au pouvoir personnel, je ne peux plus honorer mes perceptions, j'ai pas le pouvoir décisionnel pour implémenter les actions qui, je trouve, pourraient résoudre certains problèmes dans l'entreprise. Il peut avoir des infections urinaires à répétition. Donc là, je vous donne juste 2 exemples, je pourrais en donner plein, mais je pense qu'on n'aura pas le temps pour ça. L'important, c'est de garder la notion que un mal-être psychologique peut vraiment engendrer des symptômes physiques. C'est ce qui s'appelle le décodage biologique. Donc, c'est une des choses que je fais pour comprendre justement les questions du sens. Surtout, je voulais rajouter quelque chose pour les gens qui nous suivent en live. N'hésitez pas à poser vos questions sur les commentaires. On tentera d'y répondre avec Sarah. Je reviens sur ce que tu disais. Donc, en fait, on somatise énormément. En fait, ce qui est lié à ça, c'est on a ce décalage entre, pas forcément d'ailleurs. On peut très bien ne pas être en accord juste au travail, ne pas être en accord chez soi. Mais là, tu nous parlais de décalage entre la vie pro et la vie perso. Qui peuvent parfois justement se questionner sur justement cette quête de sens en fait qu'on a et du coup on en vient à somatiser les choses. Qu'est-ce qui ferait, alors c'est aussi pareil une petite question piège, je sais pas, qu'est-ce qui ferait qu'on serait plus en burn-out qu'en burn-out? Tu pourrais ça le dire un peu plus? Je te laisse répondre à ça. Oui, complètement. Je vous donne un exemple. Je peux être passionnée par ce que je fais, tellement passionnée que je vais même répondre aux mails à 23 heures du soir. Je vais m'épuiser quotidiennement, mais je suis passionnée par ce que je fais. Donc, dans les cas de burn-out, on est motivé en fait. Souvent, on est motivé et on aime ce qu'on fait. On a cette sensation d'être challengé au quotidien. Tellement que ça peut nous arriver à lever jusqu'à l'épuisement. Je suis désolée si ça bug un petit peu mes mots. Vous avez peut-être remarqué que je suis pas française, donc parfois ça bug un petit peu. Donc dans le cas de burn-out particulièrement, il n'y a pas forcément de baisse de motivation. Je peux avoir un burn-out. On le voit beaucoup chez les entrepreneurs qui portent leurs propres projets, ou chez les dirigeants qui portent leur entreprise aussi, les managers intermédiaires qui portent aussi cette passion de l'humain, de motiver l'équipe, mais aussi les informations descendantes qui viennent du dirigeant. Donc, dans un poste où on est passionné, on peut être atteint par le burn-out. Et dans le burn-out, il y a un peu l'inverse. J'ai une perte de sens, une perte de motivation. Je ne comprends plus à quoi ça sert ce que je fais, mais j'ai quand même de l'énergie, je peux quand même avoir la pêche, je peux quand même être complètement opérationnelle et
me faire en plus de souffrance, c'est de continuer à aller au travail parce que ça me fatigue pas plus que ça, en moins physiquement, mais c'est un autre état de fatigue où j'aimerais le dire que c'est plutôt une fatigue spirituelle, et derrière le mot spiritualité, je mets justement le sens. Donc c'est pas forcément l'image de je fais de méditation yoga, donc je mets ça de côté. C'est pas ça la spiritualité, c'est de savoir effectivement qu'on sert à quelque chose, qu'on contribue à quelque chose, et cette forme de altruisme de plus grand que nous. Donc quand ça n'est plus dans l'horizon dans notre vie, on peut quand même avoir de l'énergie, mais perdre le sens au quotidien, avec le cas de Brownlout du coup. Ok. Du coup, ça me fait me poser la question. Je suis un dirigeant, un manager, un dirigeant, je gère une équipe, j'ai des objectifs à atteindre. Comment est-ce que je fais pour leur donner du sens? Comment je vais pouvoir me dire, bah voilà, j'ai mon équipe. Alors, moi, j'ai mes objectifs à atteindre, donc je veux, moi, trouver du sens dans ce que je fais, effectivement. Mais après, j'ai aussi une équipe. Et cette équipe, je la drive, je la gère. Il y a déjà moi, comment je peux trouver du sens là-dedans en tant que pilote de mon activité. Et puis, comment je vais pouvoir, on va dire, pas répercuter, mais en tout cas, essayer de tirer les gens avec moi pour justement aller vers plus de sens, en fait. Il y a un travail de base fondamental à faire autour des valeurs et de la raison d'être et mission sociétale de l'entreprise. Si ça n'est pas établi, c'est comme un bateau où il n'y a pas vraiment de capitaine. Ou peut-être il y en a, mais les personnes, elles sont pas forcément au courant de dans quelle direction on va. Donc, pour que le dirigeant il soit capable de motiver son équipe à aller vers le sens qu'il a trouvé pour lui, bah ça en fait c'est la première chose, c'est que les dirigeants ils soient au courant de ses propres valeurs et son propre sens et qu'est-ce qu'il a envie de donner à l'équipe. Et après pour engager l'équipe, on travaille autour des valeurs et raison d'être et mission sociétale. Comme ça tout le monde sait pourquoi on fait ce qu'on fait, à quoi ça sert. Et dans un deuxième temps, ça serait probablement un travail sur la gouvernance, parce que plus nous accordons une place à chaque personne, qui chacun soit bien conscient de son rôle au quotidien, mais aussi que le pouvoir décisionnel soit au plus proche de l'opérationnel, ça veut dire qu'on fait confiance à nos collaborateurs. Et ça peut vraiment donner ce bateau avec tout le monde qui rame en synchro et qui on sait bien où on va et ça avance sans problème avec les personnes qui restent motivées et épanouies. D'accord, donc donner plus d'autonomie aux personnes, leur accorder plus de confiance aussi dans le travail, c'est ce que tu proposes. Si je résume, je fais une pensée très résumée. Hein. Oui, alors commencer par les valeurs et la raison d'être, Bien sûr. parce qu'on a toujours besoin de commencer par ce pilier-là. Et à partir de là, déclencher éventuellement un travail sur la gouvernance et se poser des questions sur le pouvoir décisionnel de chacun pour effectivement aller vers plus d'autonomie et un cadre de confiance. Ok. J'ai une question. Comment détecter et aider une personne qui perd le sens du travail? Comment est-ce qu'on va la détecter, cette personne-là? On peut détecter justement par la perte de sens de ses objectifs. Donc, elle a peut-être quelqu'un qui lui donne des ordres et elle va rester opérationnelle. Mais on parle de choses subtiles, de perdre un peu la pêche, d'arriver avec le sourire le matin au travail, quelqu'un qui se plaint beaucoup en dehors de sa vie pro. Dans le perso, il y a beaucoup de plaintes avec son entourage à propos de l'ennui. L'ennui aussi, ça peut être un des symptômes. Une non-compréhension aussi de son rôle dans la structure de l'entreprise. Ça peut être plusieurs symptômes que on est face à une perte de sens et aussi quand il y a une dévalorisation de ses compétences. Donc quelqu'un qui a des compétences mais qui n'a pas la liberté ou la marge de manœuvre pour les implémenter. Et donc, ça engendre chez l'individu un sentiment d'impuissance et de mal-être. D'accord. Est-ce que la perte de motivation, c'est une question aussi hein, qui nous est posée, est-ce que la perte de motivation est forcément égale à des pensées négatives? Alors, je te pose cette question-là, mais en même temps, je vais y répondre aussi. Je vais prendre un petit peu part au sujet.
Pour moi, en fait, la motivation, c'est un peu en dents de scie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux me lever, il fait beau, tout va bien et je suis motivé pour aller travailler ou pour atteindre mes objectifs. Et puis après, je peux le lendemain être peut-être moins motivé. Ce qui est important, je pense, c'est sa capacité à pouvoir se remettre en question et à rebondir, en fait. Et c'est ça, je pense, qui est important. Je parle pour moi, hein, parce que moi, je le vis de manière régulière. Je fais du sport aussi à côté, en compétition et autres. Et puis, dans le travail aussi, je le vois. Donc, c'est vrai que des fois, j'ai des pertes de motivation qui sont liées à ça marche moins bien, ça marche moins bien. Et puis, par contre, ce que je me dis toujours, c'est que je me dis, dans toute problématique en fait que je vais trouver, je vais essayer d'aller chercher des solutions, mais que ce soit des solutions donc opérationnelles qui vont répondre à un besoin précis à un instant T. Mais je vais aussi moi me poser la question de moi-même par rapport à ça en tant qu'individu. Est-ce que la solution que je vais apporter me convient? Est-ce qu'elle va convenir à la personne à qui je la propose? Et en fait, c'est comme ça qu'on va chercher la motivation. Donc, quand on dit motivation égale perte de motivation égale forcément pensée négative, je pense que ça amène des pensées négatives. Tu pourras me corriger, hein, Sarah, hein, du coup. Je pense que ça amène des pensées négatives, mais je pense que le négatif peut aussi amener du positif à un moment donné, parce que ça fait se poser la question de se dire, bon, bah, ok, là, je pense que aujourd'hui, je vais pas réussir à atteindre cet objectif-là. Bah, comment je vais faire pour l'atteindre et aller chercher des solutions pour soi? Je sais pas, enfin, j'ai amené ma petite pierre à l'édifice, mais Sarah, est-ce que tu peux en dire un petit Merci. peu plus là-dessus? Bah, effectivement, il y a plein de dimensions dans cette question. Tout d'abord, du coup, perte de motivation égale forcément du négatif. Peut-être oui, c'est-à-dire des sentiments que on a moins, sont peu moins agréables à vivre parce qu'on vit dans une société qui prime le confort à tout prix. On est extrêmement gâté, on a tout à portée de main, on n'a pas envie de subir des émotions un peu plus désagréables, on n'a pas envie d'être un peu parfois dans l'inertie. Donc peut-être on le perçoit comme négatif. Mon expérience de conseillère de santé, c'est que souvent, quand on a une baisse de motivation ou quand on a des pensées dites négatives, c'est qu'il y a des mises à jour qui se font. Où il y a un appel à arrêter un petit peu, à ralentir. Et souvent, on les ignore parce qu'on a justement envie de rester dans la performance. Donc, je divise la réponse en deux parties. De un, individuellement, je peux traverser une journée où je suis moins motivée, mais que ça n'a rien à voir avec le cadre de vie qui j'ai au travail. Je peux avoir un patron qui est hyper soucieux de mon bien-être au travail, de ma qualité de vie, de la sens de l'entreprise, qui est engagé dans les questions QSE, RSE, etc. Mais peut-être, et c'est mon cas aujourd'hui, mes enfants sont malades, ils ont de la fièvre, de la diarrhée, donc aujourd'hui je suis pas au top de ma forme. Si j'aurais pu peut-être décaler certains rendez-vous, je l'aurais fait. Je suis là quand même aujourd'hui avec vous parce que je suis motivée par ce que je fais, mais en même temps, j'ai eu une baisse de motivation, mais c'était pas forcément négatif. C'était mon corps qui me disait, ok, t'as pas très bien dormi, là peut-être ça serait le temps de faire une petite pause. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dégagé mon après-midi, j'ai gardé mes rendez-vous du matin, j'ai dégagé mon après-midi et je vais me poser après. Donc, ça m'amène à la deuxième partie de ma réponse à cette question. C'est que parfois, on oublie la dimension perso qui est aussi impliquée dans le pro parce que nous sommes pas que la pièce de l'ego qui agit sur une partie particulière, une partie précise de notre vie d'équipe au quotidien. Nous sommes aussi peut-être les parents, peut-être les conjoints, peut-être voilà, on a notre vie perso au-delà de notre vie pro qui peut impacter. Les femmes sont souvent atteintes par les fluctuations de son cycle aussi, et souvent qui se font violence à être quand même opérationnelles parmi des moments où c'est extrêmement douloureux, rien que de sortir de son lit, ça dépend des femmes. Mais j'ai accompagné plein de femmes qui souffraient énormément au travail parce que justement leur dimension humaine au-delà du pro n'est pas honorée et qu'on doit garder ce masque de la performance, de rester opérationnel parce que
C'est comme une pièce d'une machine qui doit toujours être en fonctionnement et qui ne doit pas céder. Alors qu'en réalité, l'humain est beaucoup plus fluctuant que ça. Donc de un, honorer le fait que ces émotions un peu plus négatives ou désagréables ou un certain inconfort, c'est soit des mises à jour avec des prises de conscience, soit un appel à ralentir et à prendre soin de soi. Et de deux, honorer le plus possible dans le cadre du pro cette dimension perso où nous avons le droit de ne pas toujours être au top de notre forme. J'ai eu un commentaire et je trouve que c'est intéressant de pouvoir en parler aussi parce que ça permet aussi de réagir par rapport à ce type de commentaire-là. Perso, je suis fatigué des discours de bienveillance de la plupart des boîtes et des RH où ce n'est qu'un discours de façade, qualité de vie au travail, blablabla, juste être à la mode. Qu'est-ce que tu penses de ce type de commentaire? Je trouve ça intéressant d'en parler parce que il peut y avoir un décalage justement entre ce qui va être dit dans l'entité et ce qui est réellement mis en œuvre en fait, ce qui est réellement mis en place quand on parle de valeurs, d'éthique, etc. Moi, ça m'est arrivé de voir des boîtes où des valeurs étaient prônées, c'est-à-dire, enfin, étaient prônées, en tout cas, étaient mises en avant en termes de communication, mais derrière, ça suivait pas forcément. Donc, du coup, ça pose quand même la question de retranscrire les choses de manière opérationnelle à un moment donné. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis complètement d'accord et je pense qu'il y a une grande mode du bien-être au travail, de offrir des bons cadeaux pour des massages à ses salariés, d'installer un baby-foot dans la salle de réunion, d'amener des chouquettes en réunion. Bref, je pense que vous savez tous de quoi je parle. Et ça, c'est pour moi une approche symptomatique. C'est un peu comme parfois la médecine conventionnelle vient juste apposer un symptôme sans prendre en compte le problème de fond qui a amené la maladie dès le départ. Et moi, je suis toujours pour un travail de fond, de quête, de pourquoi certains malheurs se manifestent. Et dans l'entreprise, ça va être pareil. On ne peut pas faire du bien-être au travail avec du superficiel pour vraiment agir sur la qualité de vie au travail de leurs salariés. Il y a toutes les questions déjà autour de la gouvernance qui se posent forcément sur le rôle, la place de chacun, l'autonomie, la confiance, etc. Donc faire de la communication non violente, par exemple, et d'être dans la bienveillance, ça ne suffit pas s'il n'y a pas une vraie transformation structurelle de l'entreprise qui donne plus de pouvoir personnel aux salariés, qui se préoccupent vraiment avec épanouissement de chaque membre de son équipe. Combien de dirigeants connaissent le rêve de leurs salariés, par exemple? Donc souvent, on dit qu'on est engagé et on met en place des choses qui sont pour moi de l'ordre superficiel. Après, je ne veux pas les sous-estimer parce que ça montre déjà qu'il y a une motivation à mettre des choses en œuvre. Et parfois, on ne sait tout simplement pas comment faire autrement parce qu'on est en train de réinventer le monde de l'entreprise et on est tous face à l'inconnu de comment transformer les choses au quotidien. Ce qui est sûr, c'est que l'ancien modèle ne marche plus. De plus en plus, on a une expansion des cas de bore-out, burn-out, brown-out et plein d'autres symptômes et syndromes que l'Organisation mondiale de santé commence à bien définir. Donc, il faut réinventer les choses, mais pas par une approche symptomatique. Effectivement, par un travail de fond, tout ce qui est de l'ordre de l'accompagnement à la transformation structurelle, organisationnelle de l'entreprise. Du coup, moi, en tant qu'individu, j'ai le sens que je donne aux choses et que je m'accorde et que j'accorde en termes de place dans ma vie. Mais je suis pas délié, je suis pas décentré en fait de la société ou de l'entreprise dans laquelle je travaille. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si en termes de gouvernance, il n'y a pas de sens donné aux choses, il n'y a pas de réflexions qui sont beaucoup plus profondes, enfin ça va pas marcher quoi. Est-ce que là, du coup, en tant qu'individu, si je suis complètement, on va dire, en désaccord, je dois partir, je dois rester? Comment je peux faire pour changer les choses? Grande question, hein, mais qu'est-ce que je peux faire pour moi? Grande question, encore une fois, qui dépend de la place de chacun. Et ça me fait penser aux 4 niveaux de perception. Tu pourrais peut-être afficher le slide, parce que ça peut Hop, être l'occasion de présenter ça. j'arrive. Pas de Hop. souci.
Hop là. Parce qu'en fait, il y a pas de réponse claire à cette question. On comprend bien que ça va dépendre des enjeux personnels de chacun qui est face à une perte de sens dans son travail ou un grand décalage. Il y a un grand écart entre ses valeurs perso et ce qui se passe dans sa vie pro. Donc, pour pouvoir faire des choix en conscience, déjà partez du principe que nous avons plusieurs modes opérationnels et tels que nous faisons des mises à jour sur nos portables et nos ordinateurs, on peut aussi faire des mises à jour dans ce qui concerne notre structure psychique. Donc, ce que vous voyez ici, c'est les 4 niveaux de perception. Donc, vous les avez énumérés à l'extérieur du cercle. Donc, le niveau 1, ma perception, elle est centrée sur le monde autour de moi. Et donc là, mes décisions et mon choix vont être déterminés par ce qui se passe à l'extérieur de moi-même. Non seulement déterminés, mais parfois conditionnés, parce que je ne suis pas forcément conscient que je peux avoir un choix et agir autrement. Donc l'influence ici, elle est culturelle et elle est sociale. Par exemple, si je quitte mon boulot et je vais au chômage, je serai un parasite de la société. Donc ça, on voit bien que c'est un conditionnement d'une croyance extérieure à moi-même qui peut conditionner et je peux me faire violence et rester dans un boulot qui me plaît pas parce que j'ai la conviction que si jamais je suis au chômage, je serai un parasite de la société alors qu'en réalité, j'ai cotisé, j'ai payé pour ça tous les mois pendant toute ma carrière, donc je peux y accéder. Mais il y a des personnes, et j'en ai accompagné plein, qui ont un vrai frein parce qu'ils allaient être face à ce sentiment d'être inutile. Dans un deuxième niveau, on peut avoir certaines prises de conscience. Il y a des petits appels à l'éveil. Et ça peut être des choses simples. Ça peut être un article que j'ai lu dans une magazine. Ça peut être un échange avec un proche. Ça peut être un livre que j'ai lu, un TED Talk sur YouTube. En fait, ça peut être tout et n'importe quoi. Et là, je commence à entrer dans une autre dimension de perception. C'est le monde que je choisis. Donc, je commence à comprendre que je peux avoir une influence sur ce qui se passe en faisant des choix conscients de comment j'organise mon temps, par exemple, comment je priorise mes tâches, etc. Le troisième niveau, c'est quand je commence à comprendre tout le monde de mon antériorité. Je commence à m'adresser à mes blessures, à mon monde de l'inconscient, à comment j'ai vécu mon enfance. Mais il faut pas trop s'attarder là. C'est bien d'explorer. Donc, je commence à comprendre que j'ai un impact et que je peux me transformer moi-même, comprendre mes méthodes de communication, quand je suis en stress, comment j'agis, comment je pourrais être plus conscient pour agir différemment quand je suis face à une situation de stress. Donc, c'est de sortir des automatismes inconscients et de agir en conscience. Donc là, en anglais, on appelle du consciousness engineering. Et au quatrième niveau, c'est vraiment le monde que je peux changer. Donc là, je comprends qu'à partir de ces 3 structures parmi lesquelles j'ai évolué, j'arrive à un autre niveau où j'impacte vraiment le monde à l'extérieur de moi. Parce que moi-même, j'incarne une autre façon d'être, une nouvelle façon de voir le monde, une nouvelle façon de faire les choses. Donc, je voulais vous présenter ça par rapport à la question qui a été posée, parce que, encore une fois, oui, tu peux l'enlever si tu veux. Vous l'aurez à la fin, je pense que Julien, il vous enverra le Oui, support. effectivement, je vous enverrai par la suite. N'hésitez pas à laisser votre adresse mail pour que je puisse vous l'envoyer. Et du coup, juste pour terminer la conclusion de réponse à cette question, c'est que quand nous sommes face à une situation qui... Ah, ça a un petit problème. Donc, elle nous parlait justement de justement le monde que je peux changer et l'impact en fait que je peux avoir sur les autres. C'est bon, Sarah, tu es reconnectée. C'est bon, excusez-moi. Ouais, c'est bon. Vas-y, tu peux. Avec mon téléphone et il m'a mis en limite. Il n'y a pas de problème. Les joies du direct. Vas-y. Yes. Du coup, soit je reste à ce premier niveau où je suis conditionnée par tout ce qui existe autour de moi et je me sens dans l'impuissance de pouvoir transformer les choses, soit je commence à faire les choix par rapport aux autres niveaux de perception et je commence à essayer de comprendre le monde différemment pour faire un choix conscient. Parce que j'ai pas la réponse si vous devez quitter votre boulot, lancer votre boîte, rester au chômage pendant 2 mois et faire une retraite en Inde. En fait, j'en sais rien. J'en sais absolument rien. J'ai pas la réponse pour vous. Par contre,
l'important, c'est de savoir à partir de quel niveau de conscience et de perception vous faites vos choix. Si toutes les excuses pour ne pas changer la situation sont des excuses extérieures à vous-même, mettez en alerte et sachez que là, il y a un petit voyage vers votre antériorité à faire pour pouvoir faire un choix par rapport à vos propres critères. Alors, j'ai une question. Est-ce que nos croyances limitantes sont-elles une fatalité? Est-ce que nos croyances limitantes sont-elles une fatalité? Elles sont un cadeau immense de la vie. Moi, j'ai une petite résistance à la tendance New Age qui veut que voir du positif dans le développement personnel. En fait, tout ce qui nous met en je suis désolée pour l'expression, un petit coup au pied, de fesse au pied, un petit coup de pied aux fesses pour avancer. Je dis bah merci la vie parce que ça vient mettre à jour et révéler des choses qui ne nous conviennent plus. Donc le fait que les croyances limitantes soient là, elles ont servi son propos pendant un bon moment. Donc souvent ça c'est des enjeux de protection. Quand on a une croyance particulière, elle s'est mise en place pour assurer notre protection. Quand nous perdons un peu la peur de sortir de notre zone de confort et aller l'explorer au-delà, nous avons la capacité d'aller au-delà de nos croyances limitantes. Mais si elle n'était pas là dès le début, j'aurais pas eu le déclencheur de ce mouvement évolutif. Donc les croyances limitantes sont pas une fatalité, elles sont toujours une invitation à faire des mises à jour, encore une fois, et à rendre conscience qu'il y a quelque chose qui doit changer, évoluer. Oui, c'est se poser des questions. En fait, on a beau avoir des croyances, du moment qu'on déjà on se pose des questions de notre propre croyance, déjà, ça veut dire qu'on est déjà en train d'avancer un petit peu quand même. C'est ça, exactement. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur un accompagnement? Donc, je suis un dirigeant et j'aimerais justement mettre en place de la transformation organisationnelle. Toi, je sais que tu travailles sur la spirale dynamique de l'évolution. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce sujet-là? Nous expliquer un petit peu ce que c'est, ce que ça peut nous apporter aussi, ce que ça peut apporter. Alors, ça, c'est important et j'y tiens quand même. Ce que ça peut m'apporter en tant que dirigeant d'entreprise ou de manager, pilote d'une activité, mais ce que ça peut apporter aussi en tant qu'individu, c'est-à-dire de collaborateur dans une boîte qui veut justement trouver du sens à tout ça, à ce que je fais en fait au quotidien. Déjà, on part du postulat que le bonheur est important pour nous. Ce qui n'est pas toujours évident parce que parfois on oublie, c'est pas notre priorité. Donc si je pars du postulat que le bonheur est important pour moi à titre individuel et à l'échelle de l'humanité, je vais apporter une attention particulière à la contribution que je donne au collectif autour de moi et aux impacts environnementaux et sociétaux de mon activité. Donc déjà pour le dirigeant, si j'ai envie de transformer mon entreprise de façon à amplifier l'impact positif de mon activité au quotidien, et ben bravo. Du coup, comment on peut entamer cette transformation-là? Je vais peut-être d'abord parler du comment et après de l'impact que ça peut avoir au quotidien parce que ça va devenir une évidence. Et tu veux bien afficher, Julien, le slide sur la stratégie de transformation. Voilà. Donc, partons du postulat que l'épanouissement de l'individu et de l'humanité est important et qu'on a envie de transformer notre entreprise pour s'aligner à l'évolution de l'humanité. À ce moment-là, le premier pas, ça sera d'identifier les résistances au changement qui sont toujours présentes à l'échelle de l'individu, de chaque membre de l'équipe, et identifier également les leviers d'évolution. Quelles sont les idées innovantes que chaque membre de l'équipe a et qui a envie de mettre en avant. Et dans un deuxième point, une fois que ces résistances au changement et leviers d'évolution sont identifiés, on trace un plan d'action qui est clair pour les dépasser et pour agir sur nos habitudes et pour honorer et donner de la place. Et encore une fois, on est dans le pouvoir personnel, de la place, du pouvoir décisionnel et des moyens à ces membres de son équipe qui ont des idées et qui deviennent leaders de nouveaux mouvements, de nouvelles cultures d'entreprise et qui fédèrent d'autres membres de l'équipe autour de soi. Et comment on peut identifier ces résistances au changement en travaillant sur notre motivation de base, sur notre vision du monde, parce que quand on parle de
de transformation. On parle toujours de confrontation à l'inconnu. On parle toujours de remise en question de ce qu'on a toujours connu, de ce qu'on a toujours fait, de notre vision du monde, de nos convictions. Donc, c'est pas toujours facile de coordonner toute une équipe qui avance ensemble pour déconstruire l'ancien modèle et construire un nouveau. C'est assez sensible et pour ça, j'utilise la spirale dynamique d'évolution. Donc, je te laisse afficher, Julien, le deuxième slide. Donc, la spirale dynamique d'évolution, ça va nous permettre de comprendre l'évolution de la conscience de l'humanité depuis la préhistoire jusqu'au jour d'aujourd'hui et quelles ont été les motivations et les besoins et les priorités de chaque strate de la spirale, et particulièrement chaque strate d'évolution de l'humanité. Et du coup, ça nous permet, c'est d'identifier clairement où l'entreprise se place aujourd'hui et vers quoi elle a envie d'y aller, parce qu'on n'a pas forcément besoin d'avancer jusqu'à la motivation spirituelle et holistique. Pour certaines entreprises, ça ne fera pas de sens. Mais imaginons que nous sommes dans un modèle classique qui souvent est dans le stract bleu de la spirale, qui vous voyez avec les valeurs d'ordre, de conformité, où nous avons une hiérarchie qui est très très descendante, où la personne qui est au plus bas de la pyramide se conforme avec les ordres qu'elle reçoit et va pas forcément aller titiller le manager ou le dirigeant pour dire bah ça marche pas trop bien, j'aimerais bien changer, parce qu'il y a des vrais enjeux hiérarchiques et d'enjeux de pouvoir qui sont en place. Donc on peut avoir une entreprise qui est plus orientée, les startups elles sont très oranges par exemple, vers le succès, la liberté individuelle, mais il y a une notion de réussite, il y a une notion de réussite financière, de croissance rapide, etc. Et mon objectif, ça serait d'accompagner les entreprises vers les transitions du vert et du jaune. Donc le vert pour prendre conscience de l'impact environnemental, sociétal de son activité économique, et dans le jaune pour pouvoir justement travailler sur la structure, sur la gouvernance, donner plus de pouvoir personnel, avoir plus de liens transversaux entre des pôles qui avant ne se croisaient pas forcément, pour pouvoir avoir des projets qui ont beaucoup plus d'agilité dans l'entreprise. Donc là, c'est un exemple. Est-ce qu'on est toujours enfin, il y a une couleur qui est prédominante ou pas? Est-ce qu'il y a une couleur prédominante? Excellente question. Alors, dans l'entreprise, on peut avoir une couleur prédominante, mais on aura toujours toutes les couleurs à la fois. Donc, la spirale dynamique, c'est un peu différent comme d'autres modèles, parfois de connaissance de sa propre personnalité, de ses méthodes de communication, où on est soit une couleur, soit l'autre. En fait, on est toujours toutes les couleurs de la spirale, mais à des degrés différents. Et donc, effectivement, l'entreprise, comme j'ai dit, elle peut avoir des tonalités plus orange, comme des startups. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas une structure claire honorée par le bleu et qu'elle n'a pas un plan d'action clair avec des démarches RSE, par exemple, qui souvent touchent plutôt le vert. Ok. Du coup, quand tu accompagnes des personnes, tu définis dans quelle couleur prédominante ils sont et après, tu travailles pour les faire évoluer ou tu vas revenir un peu en arrière au tout début en disant je vais parler de l'instinct de survie et puis après, j'avance progressivement, j'évolue et on arrive à sa propre couleur et on essaie d'évoluer si je suis en vert, par exemple. Est-ce qu'il faut que j'aille forcément vers le progrès en jaune? Est-ce qu'il faut forcément que j'aille en jaune? Est-ce que, enfin, tu vois, en fait, je suis en train d'essayer de voir est-ce que c'est une course, tu vois, comme une petite compétition, ou le Graal, ce serait la motivation spirituelle et holistique, quoi. Tu vois? Pas forcément. Ouais, c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, l'objectif, c'est pas forcément d'amener les entreprises vers des motivations spirituelles et holistiques, parce que pour certaines, ça ferait pas de sens. Par contre, tu travailles sur le tout. Tu travailles sur le tout, du coup. Je travaille sur l'ensemble. Donc, première chose, j'identifie là où ils en sont aujourd'hui et quel est le palier évolutif qu'ils confrontent. Donc déjà, si je suis dans l'orange et que je commence à me poser des questions de l'impact environnemental de mon activité économique, je fais un pas vers le vert, mais il n'est pas encore complètement intégré probablement. Donc mon objectif, ça sera de voir de où l'entreprise en est aujourd'hui, où ils en sont les individus, parce qu'on peut avoir par exemple une entreprise orange avec beaucoup d'individus dans le vert et le jaune, mais que
la structure orange et bleue ne va pas permettre d'honorer leurs initiatives, par exemple. Mhm. Et du coup, juste pour donner un exemple, que c'est pas si simple d'analyser une entreprise. De un, on va avoir un regard plus extérieur en faisant des rendez-vous avec le dirigeant, les managers, et avec un regard extérieur aussi sur ses services ou ses produits et sa façon de communiquer. Et de deux, on fait un regard plus interne en faisant un questionnaire anonyme à tous les éléments de l'entreprise, tous les membres de l'équipe. Et là, on peut voir est-ce qu'il y a un écart entre les valeurs, les motivations des membres de l'équipe et l'activité de l'entreprise. Et après, le but, c'est de voir est-ce qu'il y a des résistances avec les étapes précédentes. Parce que dans la spirale, il y a quelque chose de très, très important. C'est qu'à chaque fois, on transcend et on inclut ce qui était là avant. C'est pas du tout une évolution pyramidale, je dirais. D'ailleurs, vous avez la pyramide plutôt à l'inverse. Et j'aime bien donner l'exemple de la théorie des hauts-longs. Les hauts-longs, c'est la notion qu'un organisme complexe est fait de organismes moins complexes à la base, comme par exemple l'être humain, il est fait d'organes, ces organes sont faits de tissus, ces tissus sont faits de cellules, ces cellules sont faits de molécules, ces molécules sont faites d'atomes, et à aucun moment on peut dire que l'atome est moins important que l'humain, puisque si l'atome n'était là, l'humain il n'était là non plus. Et pour la spirale, c'est exactement la même chose. À aucun moment on peut dire que le mauve et le beige sont moins importants que le turquoise et le jaune, parce qu'ils sont les fondements de base. Donc, pour vous donner un exemple qui est très parlant, pour un pays qui est en guerre, prenons l'exemple qui a duré très longtemps et qui est encore la Syrie, on ne peut pas aller dire aux habitants de Syrie actuellement, faites attention à votre consommation de plastique. On voit très bien qu'il y a un décalage immense. Oui, C'est juste, enfin, il n'y a pas de sens à dire ça, quoi. voilà, il n'y a pas de sens. Donc moi, je donne cet exemple parce que c'est très très parlant et ça démontre effectivement que on a besoin de intégrer vraiment les bases de chaque strate de la spirale pour pouvoir faire des pas évolutifs vers d'autres choses, d'autres modèles de pensée. Donc, un exemple classique dans l'entreprise, si nous avons un PDG qui, pour prendre ses décisions, regarde toujours le bilan comptable, quelqu'un qui est dans le pôle RSE et qui fait une force de proposition, qui met en question peut-être une baisse de chiffres, ça va être difficile pour quelqu'un qui voit que les chiffres. Parce que sa motivation va être beaucoup dans l'orange, dans la réussite, dans la croissance économique, et pour lui, ça va pas être forcément important et ni cohérent de avoir une baisse de chiffre d'affaires pour faire les choses d'une façon un peu plus écolo. C'est pour ça que la transformation d'entreprise, elle est vraiment sensible et intrinsèque parce qu'on parle d'évolution personnelle, des valeurs de chacun et à partir d'où je prends mes décisions. Ok. C'est un sujet un peu touchy. J'ai une question là qui m'est posée. Est-ce que le sujet de la perte de sens peut être abordé pendant les entretiens individuels professionnels? C'est vrai que c'est un peu touchy quand même, non, de l'aborder à ce moment-là. Je sais pas, hein, mais ça dépend vraiment de la cohérence entre justement la gouvernance et ce qui a été mis en place et justement ce sujet-là, quoi. Qu'est-ce que tu en penses? On parle des entretiens individuels entre un membre de l'équipe et son patron. C'est C'est pas ce, des entretiens de alors recrutement. son manager, ça peut être son manager, ça peut Ok. être. Alors, je dirais oui. Très très important à chaque fois de pouvoir se livrer. Et par contre, j'ai compris en n'étant pas française qu'il y a quand même des codes de la vie professionnelle en France qui sont très très rigides. On dévoile pas la face très souvent, on garde l'apparence. En fait, pour résumer, nous portons énormément de masques dans la vie pro. Et c'est quelque chose que j'ai envie aussi de faire évoluer et de transformer lors de mon accompagnement, de permettre d'être soi-même et de permettre d'honorer cette dimension humaine. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure avec une baisse de motivation. Est-ce que c'est forcément négatif? Bah, peut-être ma baisse de motivation est liée à ma vie perso. Et pourquoi je n'aurais pas vers mon manager dire bah, j'ai une rupture amoureuse ou j'ai mes règles ou mes enfants sont malades et ils n'ont pas dormi. Pourquoi je n'irais pas baisser cette masque de la droiteur et de la frontière et de la barrière entre le pro et le perso et plutôt au contraire les unifier, se dire non, pour moi c'est important
que je sens que je contribue à quelque chose. C'est important que je trouve un sens dans ce que je fais au quotidien. C'est important que je sois épanouie et heureuse. C'est pour ça que tout à l'heure, j'avais pas parti du principe que pour entamer une transformation d'entreprise, on part du principe que le bonheur est important pour tous. Donc au contraire, je vous encourage à aller vers l'autre en acceptant votre vulnérabilité, votre transparence et authenticité, parce qu'en le faisant, vous allez donner le droit à l'autre de faire pareil. D'accord, très bien. J'ai eu pas mal de questions auxquelles on a répondu, hein, qui m'ont été posées avant lors des inscriptions en fait. Hein. Il y a une question qui est liée justement euh, au chef d'entreprise. Comment est-ce qu'on va dire à son chef s'il est à la cause d'une certaine perte de sens, puisque le chef prend des décisions, il décide et donc il oriente les choix de l'entreprise. Comment est-ce qu'on peut lui dire ça? Comment est-ce qu'on peut faire remonter l'information? D'abord, voir quels sont les enjeux de pouvoir hiérarchique qui sont présents pour essayer de surfer dans les vagues de la résistance au changement au milieu. Donc, imaginons que je suis vraiment en bas de la chaîne. J'essaye de parler avec, encore une fois, bienveillance, acceptation de vulnérabilité, mais aussi ce que j'aime appeler la douceur ferme. Donc, j'ai fait un constat, je le communique clairement avec toute ma confiance. Donc, je le remonte peut-être au manager en parlant de mon ressenti. Et souvent, ce qui marche pas mal, c'est de donner les deux scénarios, de confronter la personne à l'impact de ses choix, parce que parfois, on n'a pas forcément conscience de l'impact de notre décision. Mais si on le fait que en pointant du doigt, on va juste engendrer un sentiment de culpabilité chez le dirigeant, dans ce cas particulier, ce qui n'est pas forcément très productif. Donc, l'objectif, ça serait et en même temps, être capable d'annoncer les enjeux et les conséquences du choix de ce dirigeant en question de manière ferme et douce, et en même temps être force de proposition en se disant bah voilà, c'est ok, on a tous des moments où on est à hauteur, mais du coup voilà comment on pourrait faire les choses autrement. Comme ça, il y en a les deux faces de la monnaie. Parce qu'à chaque fois, on le sait tous, notre ego, il déteste d'être pointé du doigt. Et du coup, à la force de vouloir ouvrir une porte, on risque de la fermer encore plus. Donc, douceur, bienveillance, avec fermeté, et en même temps, en ayant préparé son discours avec une force de proposition qui soit bien structurée, parce que, en fait, pour remplacer l'ancien, on a besoin de construire quelque chose de nouveau qui soit cohérent et de démontrer doucement que l'ancien est devenu obsolète. Et quand on est face à ça, on est face à l'absurdité des anciennes façons de faire. Et quand on a en même temps une solution qui est proposée, ça devient en évidence. Et vous allez avoir moins d'efforts à convaincre pourquoi vous devez faire les choses différemment. Si vous avez des questions, c'est maintenant. N'hésitez pas à les poser hein, sur le chat, puisque là, il nous reste, tu vois, ça va très vite hein, sur ces sujets-là. C'est passionnant, donc ça va très vite. Il nous reste 12 minutes là à peu près pour être dans les clous. J'ai une autre question qui a été posée. Le maintien dans l'emploi est-il possible, conseillé ou déconseillé dans un processus de burn-out? Est-ce que du coup, je suis en burn-out en gros, je reste dans mon entreprise ou est-ce que je décide de partir quoi? Concrètement, qu'est-ce que je dois faire? Alors, question, ça dépend, hein, mais bon. Ça dépend des situations, parce que normalement, si vous êtes en burn-out, vous êtes en arrêt médical et vous ne devrez pas. La question, c'est je reste en entreprise, je continue à travailler, ou c'est je démissionne. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Est-ce que je continue à rester, c'est-à-dire je suis en burn-out, je suis arrêté et puis après, bon, bah, ça va mieux. Est-ce que je retourne en emploi dans cette entreprise ou est-ce que je la quitte quoi, concrètement? Je dirais que ça dépend du chemin qui a été parcouru pendant le burn-out. Est-ce que j'ai eu des prises de conscience? Est-ce que j'ai transformé ma façon de faire les choses? Est-ce que j'ai appris à organiser et à prioriser mon temps autrement? Est-ce que mon hygiène de vie a changé? Et par hygiène de vie, j'entends alimentation, repos, épanouissement avec des choses qui nous passionnent, qu'on puisse avoir le temps pour des choses qui nous rendent heureux. Encore une fois, dans la santé, on parle d'être heureux et pas que l'absence de symptômes. Donc, si pendant mon parcours de burn-out,
J'ai appris à me poser, j'ai appris à faire, à avoir plus de repos, à faire l'organisation de mon temps autrement, et que j'arrive à entrer dans l'entreprise avec une nouvelle façon de faire, et que dans l'entreprise il y a la marge pour accueillir cette nouvelle façon de faire. Du coup, oui, parce que peut-être vous êtes dans un métier qui fait du sens pour vous, et c'est ok. Par contre, si vous êtes épuisé, que vous n'avez absolument rien transformé, que vous n'avez pas eu la capacité d'être ferme vis-à-vis de votre patron et dire bah voilà, telle et telle méthodologie de travail m'a amené à l'épuisement, pour éviter de le refaire, parce qu'en burn-out ça coûte cher à l'entreprise aussi. Donc les patrons, ils ont tout l'intérêt à accompagner leurs salariés pour éviter les burn-out. Donc c'est encore une fois, c'est à vous d'être force de proposition. On parle des 4 niveaux de perception, de ne pas être victime des circonstances à l'extérieur de vous, mais de dire bah pour prévenir et pour être dans la prévention du burn-out et d'autres risques psychosociaux, j'ai envie de travailler d'une telle ou d'une telle façon. Donc vous êtes force de proposition, et idéalement le patron il va avoir de la souplesse, ou la patronne avoir de la souplesse et de la marge de manœuvre pour que vous puissiez travailler différemment. Par contre, si c'est rien n'a changé, j'ai fait semblant d'être en arrêt, mais j'ai continué à répondre à mes mails, euh, vous allez être face à un mur à un moment donné. Parce que si rien ne change tout simplement. Euh, Comment je peux aider quelqu'un je constate que quelqu'un va pas bien en fait dans l'entreprise, peu importe le statut hiérarchique. Hein, comment est-ce que je peux l'aider cette personne-là pour qu'elle soit trouve du sens, soit en tout cas à ce qu'elle se sente mieux au quotidien. Enfin, est-ce que déjà je peux l'aider déjà? Est-ce que moi seul je peux l'aider? Euh, Installer un cadre de dialogue safe en fait, en sécurité. Déjà commencer par ça. On parlait tout à l'heure des masques qu'on porte en entreprise, et c'est une des conséquences qui mènent à des burn-out, des brown-out, etc. C'est d'être toujours dans le rejet de notre dimension humaine, qui est toujours là. À aucun moment on est déconnecté de nos émotions, on est déconnecté de ce qui se passe dans notre vie perso. C'est toujours présent, même si on a une capacité de cloisonnement très forte, ça reste toujours vibrant à l'intérieur de nous. Donc je dirais que la première chose, si vous êtes face à quelqu'un qui est en souffrance dans votre vie professionnelle, allez lui en parler aussi de votre propre ressenti, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, le fait que vous vous livrez vous-même en transparence et en acceptation de la vulnérabilité, ça donne le droit et ça donne la légitimité à l'autre de faire pareil. Donc souvent, on a besoin de réinventer les relations interpersonnelles dans l'entreprise pour pouvoir accueillir justement cette dimension plus humaine. Donc juste le conseil, c'est installer ce temps de dialogue où vous pouvez vous livrer. Et à partir de là, vous allez être épaté par l'humanité de l'autre, et les solutions, elles se mettent en place. J'ai une question aussi sur, je te pose des questions un peu à la chaîne, hein, mais parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de questions. Pas de Tu y as souci. répondu, tu y as répondu en partie hein, dans tout ce que tu as amené, mais je te la pose quand même parce que c'est quelqu'un qui a appuyé sur le fait de l'impatience au travail, en fait. Il écrit: l'impatience au travail est-il un facteur de démotivation et de perte de sens au travail? Donc voilà, le fait d'être impatient. Et qu'est-ce que je fais pour me sortir de cette impatience, en fait? En fait, ça dépend. Est-ce que c'est l'impatience que les choses n'aillent pas assez vite? Est-ce que c'est l'impatience, j'ai été force de proposition et il n'y a rien qui change? Alors, Euh, il m'a mis l'impatience et la frustration. Donc, Frustration. voilà, je pense que c'est, il doit mettre en place des choses, il essaye d'avancer, mais ça suit peut-être pas au niveau hiérarchique un peu plus haut, ou, enfin voilà. Tu peux relire le reste de la question? Ouais, aucun problème. L'impatience au travail est-il un facteur de démotivation et de perte de sens? Et en dessous, tu as: l'impatience et la frustration nécessitent-ils un plan d'action rapide, de changement, d'échappatoire? Encore une fois, on est dans le fait de pouvoir installer un cadre de dialogue où on peut être authentique et transparent. Donc, si vous sentez de l'impatience et de la frustration, effectivement, parce que vous êtes force de proposition et il y a rien qui change, il y a rien qui avance, encore une fois, c'est à vous de faire un saut dans les paliers évolutifs de la perception et de se dire, bah, j'ai pas envie d'être conditionné par ce qui existe à l'extérieur de moi, et j'ai envie d'être force de proposition. Donc, déjà, quand vous êtes impliqué pour faire les choses bouger, il y a un peu moins de frustration.
Après, si je veux pas condamner des gens à se démissionner, hein, mais ça peut arriver et j'ai eu plein de cas en cabinet où effectivement il y a juste un décalage immense entre les compétences de la personne avec qui j'ai à faire face et le rôle qui était attribué dans l'entreprise. Donc à ce moment-là, soit il y a un upgrade dans son rôle, promotion, c'est ça le mot. On me donne des projets où je peux vraiment aller à mon rythme M'épanouir. et m'épanouir, soit je fais quelque chose d'autre parce qu'au bout d'un moment, il faut aussi se confronter à la réalité. Et si je suis face à quelque chose qui ne bouge pas et que derrière le mot frustration, impatience, j'entends force vitale en fait. Parce que quand on est impatient et frustré, c'est parce qu'on a quelque chose qui nous anime très fort et on a envie de se mettre en mouvement. Et si en face on se tape des murs, au bout d'un moment, ça fait mal. Donc, Je rebondis puisque moi c'est ce que j'ai vécu en fait. Hein. Je pense que ce qui est important c'est d'être acteur de sa propre vie en fait. Moi je le vois un petit peu comme ça. Je crée ce qui m'arrive. C'est-à-dire que si je suis pas acteur de ma vie et que les gens décident pour moi de où je vais ou en tout cas que je n'ose pas dire les choses, bah, à un moment donné forcément je subis les choses. Et quand je les subis, bah est-ce que réellement c'est le sens que je veux donner à ma vie et du coup, bah, quand on est acteur de sa vie, on fait ses propres choix et du coup, on donne du sens à ce qu'on fait un petit peu, quoi. Je parle pour moi parce que j'ai eu cette problématique-là à un moment donné et j'ai dû faire des choix qui sont pas forcément faciles, hein, qui impactent ma sphère pro, mais aussi ma sphère perso. Mais à un moment donné, j'ai fait un choix et je me suis lancé et puis voilà. Donc je pense que c'est important de reprendre la main sur qui on est, sur ce qu'on peut faire surtout et prendre confiance en soi parce qu'on est tous capables de faire des choses. Et du coup, il suffit juste d'avoir envie et de faire en fait. Hein, parce que se tromper, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'apprendre et d'avancer et d'avancer. Enfin, en tout cas, moi, je le perçois un peu comme ça. J'ai une dernière question. Est-ce que l'acceptation est la clé du changement? ça dépend. Si c'est l'acceptation de ce qui est là et ne rien faire, non. Si c'est acceptant ce qui est là et à partir de là construisant quelque chose de nouveau, alors oui, carrément. Donc ça dépend ce qu'on met derrière le mot acceptation. Mais effectivement, il ne s'agit à aucun moment d'oublier complètement tout ce qu'on a vécu. C'est pour ça qu'il y a toujours un état des lieux de récolte des richesses, des apprentissages, la valeur ajoutée, de tout. En parlant de la spirale dynamique, par exemple, avant de changer, d'évoluer, on fait un peu un bilan en se disant, bah, qu'est-ce que je garde et qu'est-ce qui est devenu obsolète de chaque code de valeur. Parce que tous les codes de valeur ont des richesses qui sont fondamentales. Rappelez-vous, à aucun moment l'homme sera plus important que l'atome, parce que l'atome est même la particule de base de tout ce qui fait tous les organismes vivants. Donc, accepter ce qui est là, faire un bilan clair de qu'est-ce qui a bien fonctionné jusqu'à présent et du coup je garde, et qu'est-ce qui est devenu obsolète et que je dois transformer. Là, l'acceptation peut être une force de proposition, parce que ça peut faire très peur de se dire on va tout redémarrer à zéro, on va tout changer, et là on ne serait pas dans l'acceptation, on serait un peu dans le rejet de ce qui était là avant. Essayer de bâtir quelque chose de zéro, c'est pas toujours évident. J'ai une dernière question. Je t'avais dit que c'était la dernière, mais je t'en pose une toute dernière. Et après, j'arrête. Promis, j'arrête. Comment aider quelqu'un qui est dans la plainte, mais qui a trop peur de changer d'entreprise? C'est encore ce travail avec les 4 niveaux de perception. À chaque fois qu'on est dans la plainte, on est déterminé, conditionné par le monde à l'extérieur de soi, et on peut aider de toutes les façons qu'on veut. Si la personne, elle fait pas un pas évolutif pour comprendre qu'elle a un pouvoir décisionnel, déjà au 12e niveau, et jusqu'au 3e niveau, qu'elle aille explorer son antériorité, ses automatismes, ses blessures, etc. On peut pas porter quelqu'un vers un changement si la personne est dans le premier niveau de perception. Par contre, on peut lui dire, bah là, tes critères ou tes excuses ou tes plaintes concernent quelque chose qui est à l'extérieur de toi. Ces choses-là, t'as pas un pouvoir d'action. C'est comme ça. Donc ça revient à ce que tu disais, d'être acteur de sa propre vie. Mais le conseil que je donne, on a besoin de se faire accompagner pour ça. C'est pas Oui, évident d'explorer son antériorité. Notre regard envers soi-même, il est biaisé dès le départ parce qu'on n'est pas. C'est pour ça qu'on appelle les mécanismes inconscients, parce qu'ils sont pas en conscience pour nous. je Donc dis se faire souvent que accompagner.
Excuse-moi, je te coupe. Je dis souvent que les gens qui sont en face de toi t'apportent des solutions sur ta propre vie, en fait. Au quotidien. C'est-à-dire que si tu arrives à percevoir certains signes, des fois, on va en choper, puis des fois, on va pas en choper. Mais en fait, c'est révélateur de qui on est. Et du coup, après, c'est se dire, OK, est-ce que je chope ce signe-là? J'en fais quoi? Et qu'est-ce que j'en fais pour ma propre vie, quoi. C'est vrai que moi, je vois les choses un petit peu comme ça. Mais bon, on a tous notre propre perception de la vie. On va clôturer, Sarah. Alors, juste pour vous dire, n'hésitez pas, hein, vous avez le catalogue transformation organisationnelle sur le site evoluea.fr. Sarah aussi est disponible sur Senséthique, hein, .com ou .fr, du coup, senséthique.fr, pardon, excusez-moi. Voilà, senséthique.fr. On collabore ensemble. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à partager cette vidéo. Elle sera en rediffusion. Ceux qui sont inscrits, je vais leur renvoyer un mail de rediffusion. Je vous enverrai aussi le support de présentation qu'on a projeté, hein, que Sarah a conçu et qu'on a projeté. N'hésitez pas à revenir vers nous, à nous poser toutes les questions que vous avez envie de nous poser. On est disponible sur tous les réseaux, donc Facebook, LinkedIn, surtout, on est beaucoup sur LinkedIn, YouTube. Et puis Sarah, écoute, moi je vous dis au revoir. Et puis Sarah, je vais te laisser le mot de la fin si tu veux ajouter quelque chose. Yes. Le mot de la fin, c'est que quand on parle perte de sens, on parle forcément d'être éloigné et ne pas être impliqué dans le changement et l'évolution de sa vie. Donc, gardez bien en tête ces 4 niveaux de perception, parce que quand vous êtes face à une perte de sens, posez-vous la question, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui, maintenant, avec les moyens et les ressources que j'ai à l'instant pour faire les choses autrement. Donc, le plus important pour retrouver du sens, c'est que chacun soit aligné dans son propre sens personnel. Parce qu'on a beau avoir un patron super motivé, si les personnes restent dans cet enjeu hiérarchique où ils ne sont pas aussi acteurs de leur quotidien, les choses ne changent pas vraiment. Donc, soyez force de proposition, cassez les masses de l'entreprise et soyez authentique à ce qui vous fait vibrer. Super. Toutes les questions qui ont été posées de façon supplémentaire, on y répondra en commentaire hein, sur YouTube, sur LinkedIn. On mettra tout ça dans les événements, etc. Comme ça, vous aurez les réponses et puis on pourra continuer la discussion qu'on a eue là. Bah, écoute, Sarah, je te remercie. Merci beaucoup. Je te dis à bientôt. On fera sûrement d'autres sujets. Hein. On abordera sûrement d'autres sujets avec Sarah. Pour ceux qui seront en vacances, donc en juillet, je vous souhaite de bonnes vacances en avance, bien sûr. Et puis sinon, bah, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à consulter notre site evolua.fr. À bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.